bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Shabiba TV. Bienvenue à votre émission Les défis de l'heure. Mesdames et messieurs, chaque année, le 8 mars est célébrée la journée internationale de la femme. Alors, dans ce second numéro, nous avons le plus grand plaisir de recevoir comme invitée Madame Diago Ndiaye. Elle est donc la présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Bonsoir, Madame Ndiaye. Bonsoir, El Hadj. Alors, ça fait plaisir, merci encore une fois de nous recevoir ici justement pour cet entretien spécial 8 mars. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, El Hadj, avec votre équipe, non seulement pour faire le point de la situation sur les femmes, mais également aujourd'hui c'est spécial parce que nous célébrons le 8 mars, Journée internationale de la femme. De la femme. Ouais. Et en tout cas, vous êtes connu justement pour votre engagement justement en faveur des femmes. Alors, nous allons y revenir puisque vous occupez plusieurs fonctions. D'abord, vous avez plusieurs années d'expérience, n'est-ce pas, dans le domaine de la médiation dans les conflits et nous allons y revenir. Et puis, avec une bonne maîtrise, n'est-ce pas, de la géopolitique nationale. Enseignante de formation, mesdames et messieurs, notre invitée, Madame Diago Ndiaye, est également titulaire d'un diplôme de psychologie de la petite enfance et d'un DSS et master en ingénierie de projets et programmes de coopération. Elle est également ambassadrice de paix. Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, donc plusieurs sujets seront, n'est-ce pas, à l'ordre du jour. Notamment, donc, on va parler de votre parcours, puisque je le disais tantôt, aujourd'hui, c'est la journée, n'est-ce pas, spécialement dédiée aux femmes. Et également de l'historique du 8 mars, pour que, justement, ceux qui ne comprennent pas, donc, puissent comprendre un peu qu'est-ce qui a été acquis, pourquoi le choix, n'est-ce pas, donc, sur le 8 mars. Et puis, votre engagement, justement, pour la paix et autre chose, le rôle des femmes face à la Covid-19, puisque le 8 mars est encore célébré, justement, va être célébré dans un contexte vraiment où le coronavirus, n'est-ce pas, entre le sommet des nations. Nous allons en parler. Et puis, donc, justement, l'implication aussi des femmes, n'est-ce pas, sur des questions liées, n'est-ce pas, au développement, mais également à certains fléaux tels que l'immigration clandestine, mais aussi la lutte contre le terrorisme, puisque vous avez eu à travailler là-dessus. Honorable Madame Diago Ndiaye, en tout cas, c'est avec un immense plaisir. Alors, si on va revenir un peu sur votre parcours, le parcours de Madame Diago Ndiaye. Ben, je peux dire que je suis vraiment un produit de l'école sénégalaise. Ah bon, d'accord. Ah, oui. Oui, tout à fait. J'ai fait une partie de mes études, une bonne partie de mes études ici au Sénégal. Mes premières humanités, je les ai faites à Saint-Louis, à l'école Graciané. D'accord. Ma région d'origine. Tout à fait. Et à Louga, où j'étais chez une de mes tantes. J'ai le plaisir de rappeler que j'ai eu comme condisciple des camarades de classe, le docteur Mamadou Seck. Oui, tout à fait. L'époux de notre sœur et brillante collègue, le docteur Eva Marie-Coll Seck. Ah oui. Qu'on ne présente plus. L'ancienne ministre de la Santé, le professeur. Oui, j'ai eu dans ma classe... On lui dit bonsoir de passage, donc, Madame la ministre. J'ai eu dans ma classe aussi une éminente personnalité, M. Fall, cher Fall, qui était de la BAD, oui, tout à fait. un grand fonctionnaire de la BAD et de la Banque islamique. Oui, d'accord. C'était mon camarade de place. Je le taquine gentiment, on l'appelait Crico. Oui, tout à fait. Parce qu'il était mince. Tout à fait, absolument. Donc, j'ai eu d'éminentes personnalités qui sont sorties de cette école artillerie de Louga. Où j'ai obtenu donc mon examen d'entrée en 6e pour aller à l'école normale des jeunes filles. Tout à fait. C'était très sélectif à l'époque. Ah oui, ce n'était pas... Ah oui, à l'époque, on n'y prenait que 35 dans tout le Sénégal. Ah oui, la sélection était assez rigoureux. Assez rigoureux. Oui, tout à fait. Le Sénégal avait 5 régions à l'époque et on prenait 7 filles par région. Et on prenait les meilleures. Je me rappelle, j'étais classée 5e. Oui, donc dans cette sélection rigoureuse. Oui. Donc c'était une école où en dehors de l'éducation formelle qu'on nous dispensait, on nous appelait à être aussi de bonnes femmes de ménage par l'éducation, comment tenir
une maison, comment coudre, comment faire des ourlets, mettre un bouton, comment repasser. Tout ceci faisait partie. Des critères, on tenait compte de tout cela? Ah oui, une fois à l'école, on a eu cette formation. Comment faire son lit, parce qu'on faisait nos lits nous-mêmes, on lavait notre petite linge intime nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. On nous apprenait tout ça. Oui. Donc, à repasser, à coudre les boutons, à faire des ourlets, à faire la cuisine. Et ça, c'est important. À nous comporter correctement, même cirer ses chaussures, les petites chaussures vernies qu'on nous donnait, comment mettre sa chemise, boutonner. Tout ça, c'était l'école. On était obligés d'avoir des têtes bien coiffées. Et ce sont les grandes. Vous avez vu, là, il y avait encore les classes d'âge qui étaient établies. Oui. Quand on arrivait à l'école, on était accueillis par les plus grands, nos aînés. Tout à fait. Qui nous recevaient, qui nous donnaient les premiers rudiments, qui nous apprenaient à manger à table, parce qu'on mangeait à table. Les bonnes manières. Hein. Les bonnes manières. Il y a des filles qui venaient vraiment de contrées très lointaines, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une capitale, qui ne connaissaient pas de lumière, qui ne connaissaient pas de l'eau courante. Et il fallait se familiariser avec tout ça. Et nos aînés étaient là, je les salue au passage, étaient là pour nous apprendre donc, cette bonne manière de vivre. Donc vraiment, et c'était l'internat. Moi, j'applaudis, je demande pour que cet internat-là revienne, pour qu'on puisse prendre en charge les filles dans leur globalité, les prendre en charge par rapport à l'éducation. Et on était vraiment très stimulés pour avoir de bonnes notes. Parce que comme on n'était pas nombreux, tout à fait, il fallait donc vraiment... La concurrence était là, serrée, la concurrence une était surveillance, là, une concurrence saine. Oui, tout à fait. Parce que quand on remettait les notes, c'était tellement solennel. La directrice venait avec les professeurs, les surveillantes, dans chaque classe. On lisait votre nom, on vous donnait votre moyenne et personne ne voulait être en reste. Ah ouais, ça c'est... Tu vois. Ça, c'est une stimulation, mais une stimulation très saine. Tout à fait. Voilà. Et juste, continuez justement pour le parcours, Donc, après l'école normale, bien sûr, on était destiné à l'enseignement parce qu'on nous faisait signer donc, pour être enseignant. Et j'ai eu la chance donc d'intégrer la fonction publique et d'enseigner pendant 5 ans au Sénégal. Tout à fait. Dans l'élémentaire. Et par la suite, mon époux, qui était professeur, était affecté au Gabon dans le cadre de la coopération sénégalaise-gabonaise. Nous étions les premiers coopérants. Donc, j'ai dû laisser mon poste et le rejoindre au Gabon. Au Gabon, j'ai d'abord tenu une bibliothèque, c'est ce qui m'a donné ce goût de... Vous étiez où exactement au Gabon? À Franceville. À Franceville, d'accord. Comme je n'avais pas encore de poste à l'école, le lycée m'avait confié, le lycée Omar Bongo, qui était dirigé par un Sénégalais que je salue respectivement, Amadou Camara. Il était prof de maths à l'école normale supérieure de Dakar, mais il a été affecté au Gabon pour diriger donc ce lycée sélectif qui était à Franceville, dans la région du président Bongo. Et donc, on m'avait confié naturellement la bibliothèque de ce lycée. Et j'ai eu vraiment le temps de lire, surtout les romans africains, tout ce que je n'avais pas lu. J'ai pris donc ce goût de reprendre les études et de retravailler. Tout à fait. Et ainsi, après ces 2 ans, on a été affecté dans une autre ville qui s'appelle Koulamoutou, la région de Ogué-Lolo. Oui. Et toujours après, au Gabon? Toujours au Gabon. Après, je suis venue à Libreville. C'est la région de l'estuaire. Je fais un peu de géographie. Tout à fait, c'est important parce que les défis de l'heure sont aussi ça. Mon époux, c'était quelqu'un de d'ambitieux et qui voulait toujours aller de l'avant. Donc, il a réussi le concours d'entrée à Georgetown University à Washington pour faire des études d'interprétariat et de traduction. Et il a été recruté par les Nations Unies quand il est sorti de cette école. Moi, pendant ces 2 ans qu'il était à Washington, je suis restée au Gabon pour des besoins peut-être économiques, parce qu'il y avait nos enfants qui étaient là-bas, il fallait les prendre en charge, payer les études, aider un peu nos parents. Et je suis restée. Donc, c'est pendant ces 2 ans que j'ai eu la possibilité de me préparer, de me concentrer pour préparer mon baccalauréat à 4 en qualité de candidate libre. Que j'ai reçu au Gabon. Entre-temps, j'ai enseigné. Et après, j'ai été mutée comme maîtresse d'application dans une école de formation qui était à Batavia, un quartier. Donc, j'encadrais les jeunes enseignants, stagiaires. Donc, entre-temps, le matin,
j'allais à l'université quand j'ai eu ce bac. Et l'après-midi, j'allais enseigner à l'école. À l'école, tout à fait. Et par la suite, quand mon époux a terminé ses études à Washington, et affecté en Éthiopie, moi, je suis rentrée au Sénégal et pour prendre une année sabbatique et rester avec mes enfants. Oui. Et puis, l'année d'après, je suis retournée à Lille parce que je voulais en même temps poursuivre mes études. J'ai omis quelque chose. C'est au Gabon où j'ai fait ma première année de psychologie et j'ai obtenu mon duel 1 à l'université Omar Bongo. J'allais à l'université et j'enseignais. Donc, comme ça, quoi. Et donc, après, je suis allée à Lille où j'ai repris les études en psychologie. J'ai eu des diplômes en psychologie sociale, en psychopathologie, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me spécialiser. Ça me restait vraiment là. Oui, tout à fait. Parce que c'est une discipline que j'aimais beaucoup. Mais à la suite de cela, donc, voilà, je suis retournée en Éthiopie pour rejoindre mon époux. J'ai enseigné au lycée franco-éthiopien Gebre Mariam. J'ai enseigné le français, l'histoire et la géographie là-bas. Et après, bon, quelquefois, toute chose a une fin. Oui. Je suis rentrée pour des raisons familiales au Sénégal. Et puis voilà. Est-ce que vous avez eu à participer à l'époque à des mouvements de jeunesse parfois souvent? Quand j'étais jeune, j'ai eu une formation de scout et d'éclaireuse. Ah bon? Très très jeune. J'étais éclaireuse du Sénégal grâce à une vaillante dame d'origine togolaise mais sénégalaise, Gisèle Kété. C'était notre surveillante générale qui avait monté une troupe à l'école normale des jeunes filles et j'étais éclaireuse. Donc j'ai cette formation scout. Et déjà jeune, je regroupais mes enfants, les enfants de mon quartier et des environs chez moi pour donc discuter des thèmes de l'heure, pour faire de la formation sur des activités manuelles, etc. etc. Et donc, après cela, ce séjour à l'étranger, je suis revenue au Sénégal. Sénégal, oui, tout à fait. Bon, je me suis reposée peut-être 1 an et après, j'ai rejoint mon ministère d'origine, le ministère de l'Éducation nationale. Ah oui, d'accord. Et c'est à partir de ce ministère que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille de l'époque m'a fait appeler. À l'époque, Madame qui était, oui? Madame Diornia. Ah oui, Madame Diornia, oui, d'accord. Pour être conseiller technique dans son cabinet en charge des affaires familiales. D'accord. C'est ainsi que je me suis familiarisée davantage à la question des femmes, de la famille, de l'enfant. J'avais des notions parce que j'avais fait de la psychosociale, ainsi de suite. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup appris à ses côtés dans ce ministère-là. D'accord. Donc, j'ai occupé les fonctions de conseiller technique à la famille. Ensuite, j'ai été affectée dans un projet toujours du ministère de la Femme en qualité d'expert. Tout à fait. Le premier projet d'appui au groupement de promotion féminine qui était un projet multisectoriel parce que je pense que c'était la première fois que le Sénégal vivait cette expérience. Un projet où il y avait plusieurs composantes. Une composante destinée à la génération de revenus, au crédit, à ce qu'on appelait IEC à l'époque, information, éducation, sensibilisation. Donc, au volet de renforcement de capacité, au volet concernant la mise en place de matériel, d'exor, de mouture de mille, etc. Et la mise en place d'infrastructures, des cases foyers où les femmes venaient, faisaient leur formation, tenaient leurs réunions, etc. Et il y avait même des caisses de crédit à l'époque dans ces centres. Et puis qui marche jusqu'à présent. Tout à fait. Et en plus, il y avait un volet destiné à la petite enfance. Oui. Parce que les femmes elles-mêmes avaient exprimé le besoin d'avoir cet outil-là pour pouvoir mettre leur enfant dans un lieu sûr pour aller travailler, faire des activités génératrices de revenus et de formation. Voilà. C'est ainsi, compte tenu de ma formation on m'a confié ce volet. Et on a mis à travers ce projet, je salue la directrice Mme Khadifa Ndiaye, on a mis en place 150 garderies éducatives et sanitaires à l'époque au niveau des régions de Dakar, de Thiès, de Diourbel, de Tambacounda et de Kolda. De Kolda. Voilà, une très bonne transition puisque vous parlez, n'est-ce pas, sur des questions liées à la femme. Je le disais tantôt, aujourd'hui c'est la célébration, n'est-ce pas, de la journée internationale, n'est-ce pas, des femmes. Alors, un prétexte pour nous de revenir un peu en arrière, pour revenir sur le choix même du 8 mars. Qu'est-ce qui explique justement vraiment l'historique, n'est-ce pas, du 8 mars? Donc,
Le 8 mars, est né en 1908. Tout à fait. Suite donc à un mouvement syndical des femmes qui ont senti le besoin d'exprimer leur frustration à l'époque. Donc, pour revendiquer une meilleure amélioration donc, de leurs conditions de vie. Le 8 mars, que l'on appelle généralement GIF aussi, tout à fait. Journée internationale de la femme. De la femme, oui. Est reconnu par les Nations Unies oui. Et est fêté à travers le monde entier. Comme je l'ai dit tantôt, tout à fait. Ce mouvement est né en 1908 plutôt. Et puis les femmes ont défilé. Tout à fait. 15 000 femmes ont défilé à travers les rues de New York. Donc pour réclamer la réduction du temps de travail. Parce qu'elles avaient des heures de travail vraiment du matin au soir. Ouais, tout à fait. Voilà, énorme. Ensuite, pour réclamer de meilleurs salaires. Mais également pour réclamer le droit de vote. J'en profite pour dire qu'au Sénégal, ici, les femmes votent depuis 1948. Tout à fait. En même temps que l'Hexagone, les femmes qui avaient en Europe, en France, on était sous la période coloniale, qui avaient exigé de voter. Les Sénégalaises, notamment celles de Saint-Louis d'abord également, ont senti ce besoin et ce vote a été accordé. Donc, les femmes, donc, en Amérique, là, les femmes qui avaient monté ce mouvement réclamaient aussi le droit de vote. Et par la suite de cela, il y a eu une réunion qui s'est tenue au Danemark, en Copenhague. Oui, tout à fait. Donc, avec les femmes travailleuses qui sont venues, il y avait 100 000 femmes venant de 17 pays qui ont reconnu ce mouvement, qui ont reconnu cette journée et qui ont demandé que cette journée soit internationale et soit célébrée. Tout à fait. Donc, ça a été célébré d'abord en Allemagne, au Danemark, en Autriche, et en Suisse. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et finalement, ça a pris donc c'est l'ensemble de la planète qui vraiment qui commémore cette date internationale qui est célébrée par les femmes. Voilà. Et ça c'est important. Alors maintenant, il est vrai qu'un certain nombre une certaine revendication a été faite par les femmes à l'époque. Vous venez de replacer les choses, n'est-ce pas, dans le contexte. Alors maintenant, si on revient sur, n'est-ce pas, la situation des femmes, une appréciation. Donc à partir de cette date jusqu'à nos jours, aujourd'hui. Quelle appréciation faites-vous sur, n'est-ce pas, les conditions des femmes, la situation des femmes dans le monde? Je pense qu'il y a eu des acquis quand même, il faut le reconnaître. Oui. Et ces acquis doivent être consolidés par les générations futures. Nous, vraiment, on est presque dans l'autre versant, mais on y travaille, on les encadre dans le cadre d'un mentorat, dans le cadre du coaching. Donc, les acquis que nous avons eus méritent d'être, comment dire, consolidés. Tout à fait. D'une manière générale, quand on prend l'Afrique, surtout notre espace Afrique de l'Ouest, tout à fait. Nous voyons des femmes qui sont intégrées au niveau des forces de sécurité et de défense, qui occupent des postes de haut niveau, des femmes qui sont médecins dans l'armée, des femmes qui sont dans les théâtres de guerre, des femmes également, peut-être maintenant avec l'outil informatique, qui se sont spécialisées dans l'armée, dans l'utilisation donc de l'informatique et de l'Internet. Vous savez, la guerre, c'est autre chose maintenant. On utilise des outils, etc., beaucoup plus modernes. Donc, il y a des femmes qui se sont C'est l'évolution de la technologie. Exactement. Des femmes qui sont pilotes, il faut le reconnaître. Des femmes qui conduisent, qui sont, comment dire... Et puis, elles sont très dynamiques, très actives, en plus, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai même vu ce qui m'a charmé, des femmes qui conduisent de gros engins, des tracteurs. Oui, tout à fait. Bon, mais sur le plan politique et puis peut-être administratif, les femmes occupent des postes de haut niveau. Elles sont premières ministres, elles sont chefs de gouvernement. Si on prend le cas du Sénégal, on a connu, je pense, 2 femmes premières ministres. Oui. D'abord, Madior Boye, magistrat de formation, et puis un peu plus jeune que nous, Aminata Touré, que l'on appelle affectueusement Mimi. Mimi, tout à fait. Voilà. Mais qu'il y a des femmes aussi qui sont dans les institutions. Tout à fait. Nous avons Aminata Mbengue Ndiaye, qui est la deuxième, à part l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution de l'État. Oui, avec le HCCT. HCCT. Tout à fait. Donc, président du Haut Conseil des collectivités territoriale qu'elle occupe légitimement parce que d'abord elle est issue d'un grand parti, elle en est la secrétaire générale après la disparition de son illustre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Donc elle l'a remplacé à ce poste et on est vraiment, nous femmes, je pense, nous devons saluer
donc saluer cela. Aminata Mbengue Ndiaye qui a eu à occuper aussi de hautes fonctions, hein, dans ministérielles. Le gouvernement, tout à fait. Exactement, elle a été ministre plusieurs fois. Hormis le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, elle a été ministre de la Pêche, elle a été ministre de l'Élevage. C'est des postes qui étaient jadis réservés aux hommes et que les femmes occupent maintenant. Il faut le souligner, ça aussi, ça fait partie de l'affirmation du leadership des femmes. Tout à fait. Voilà. Donc, on a également des femmes qui occupent des postes dans les mines, le pétrole, l'énergie. C'est des postes aussi qui étaient destinés aux hommes. Elles sont, si on prend au niveau du Sénégal aussi par rapport donc à l'évolution des femmes, vous savez, on a eu avant le système de quotas à travers toute l'Afrique. Oui, tout à fait, oui. Quotas de 3%, 5%, 10%, ça dépendait des pays. Nous, au Sénégal, on avait déjà un quota de 30% ou de 33% environ. Mais à partir de ce quota, les femmes se sont battues pour avoir la loi sur la parité. Oui. Et avec cet avènement de la loi sur la parité, actuellement, nous avons 42% de représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que les femmes y sont, mais elles ne sont pas nombreuses à occuper des postes stratégiques. Quand je dis des postes stratégiques, je veux parler du bureau de l'Assemblée nationale, je veux parler des secrétariats, des commissions, etc. Mais quand même, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Nos pays ont signé tous les textes, toutes les lois, les conventions, chartes pour l'évolution, la promotion de la femme. Malheureusement, ces textes ne sont pas souvent appliqués comme on l'aurait souhaité. Vraiment, ne sont pas effectivement appliqués. Je pense que dans le combat que nous devons faire aussi, nous devons prendre en charge cette question pour que les textes que nos États ont ratifiés soient effectivement impliqués et impliqués dans leur rigueur. Oui. Voilà, c'est ce qui nous manque. Oui. Mais aussi, on a eu d'autres lois par rapport aux violences basées sur le genre. On a eu des lois par rapport récemment à la criminalisation du viol et de la pédophilie. Comme vous le remarquez, il y a beaucoup de cas de violence, de viol et de pédophilie ici dans nos pays, particulièrement ici, comme si je parle du cas du Sénégal. Donc, nous avons d'abord notre constitution qui nous donne une position. Nous avons la code de la famille. La femme, maintenant, elle peut donc donner son nom à son époux et pour lui permettre d'avoir peut-être une nationalité. La nationalité, donner la nationalité à son époux pour pouvoir le prendre en charge, prendre en charge ses enfants, etc., etc. Ça, c'est des combats que nous avons gagnés, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour que notre parité soit totale, soit intégrale, parité au niveau non seulement de l'Assemblée, du Parlement, mais parité dans les institutions, parité au niveau même de l'attelage gouvernemental. Tout à fait. Parce que je pense que si on a 35 ministres environ, nous avons peut-être environ 12 ou 13% de femmes dans le gouvernement. Donc, il faut travailler sur ces questions. Beaucoup de choses à faire. Alors, vous avez énuméré donc, la présence, n'est-ce pas, des femmes dans les grandes instances de décision. Beaucoup d'exemples ont été donnés et on peut ajouter, n'est-ce pas, la nomination de Mme Ellen Johnson Sirleaf, n'est-ce pas, du Libéria. Oui, en tant que, oui, c'est ça. Présidente, n'est-ce pas, de la République, n'est-ce pas, du Libéria, ce qui constitue une avancée assez considérable. Vous-même, donc, vous êtes femme leader puisque vous êtes à la tête, n'est-ce pas, d'une des plus grandes organisations, n'est-ce pas, ouest-africaines, en votre qualité, n'est-ce pas, de présidente du réseau Paix et Sécurité, n'est-ce pas, pour les femmes de l'espace CEDEAO. Alors, aujourd'hui, ce combat continue, Madame la Présidente. Exact. Et justement, la scolarisation des jeunes filles et autres violences basées sur le genre également, je sais que vous êtes en train de mener, n'est-ce pas, un travail considérable, surtout avec, n'est-ce pas, avec votre réseau. Parlez-nous de ce réseau. Un peu. Un peu, je vais peut-être parmi les instruments que j'ai cités tout à l'heure, je voudrais aussi citer la résolution 1325 suivante et d'autres résolutions. Oui, allez-y. Cette résolution de 2000 qui a 3 piliers concernant la prévention en période de conflit ou non, surtout dans les zones de conflit, la protection des populations, notamment des femmes et des enfants, et le 3e pilier qui concerne la participation des femmes, qu'elles soient vraiment une participation très large dans les centres de décision, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques. On demande à ce que les femmes soient intégrées et participent activement dans tout ce qui se fait, toute décision qui est prise au niveau de leur communauté. Ça, il faut le saluer parce que cette résolution des Nations Unies, oui, tout à fait. Donc, avait remarqué, c'est en 2000
qu'ils se sont aperçus que les femmes travaillent beaucoup sur les questions de paix, de médiation et de sécurité, mais que ces actions-là n'étaient pas très prises en compte en parlant de Johnson Sirleaf. Vous l'avez dit, elle a fait beaucoup de choses dans ce domaine dans son pays. Voilà. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure les réseaux notre réseau paix et sécurité. Vous avez évoqué la scolarisation des filles. Des filles, oui, tout à fait. Je pense qu'au Sénégal, on a beaucoup avancé sur cette scolarisation des filles. Au niveau du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire jusqu'en seconde, on voit que les filles sont intégrées et elles dépassent même en effectif les garçons dans ces cycles-là. Mais c'est au-delà qu'il y a ce gap parce que les filles n'ont pas la possibilité de poursuivre leurs études pour beaucoup de contraintes en milieu rural, quelquefois pour des raisons économiques, pour des raisons socioculturelles. Elles n'ont pas la possibilité de poursuivre leurs études. Et elles ne sont pas également orientées vers les matières scientifiques. Et je pense que nous devons aussi travailler, nous, en tant que femmes leaders, pour renforcer ces acquis que nous avons eus par rapport à l'éducation des filles, pour qu'elles puissent y être maintenues, mais qu'elles puissent y être maintenues, mais orientées vers les disciplines scientifiques. Je pense que vous m'avez demandé de parler un peu de mon réseau. Le réseau paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a été créé en 2009, suite donc au constat que j'ai énuméré. Tout à fait. L'Afrique n'a pas voulu être en reste. Et il y avait un réseau qui s'appelait REFMAP, le réseau des femmes du fleuve Mano, qui regroupe le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais ça, ce n'est pas l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO, c'est 15 pays. C'est beaucoup plus large encore. Et c'est 15 pays. Donc, 9 sur 15, les autres pays donc, ont demandé à mettre en place une grande plateforme qui va regrouper non seulement les 4 pays que j'ai cités, mais le reste des pays de la CEDEAO. Tout à fait. Ainsi, en 2009, une assemblée générale a été tenue à Abidjan et a mis en place ce réseau qui était dirigé par une Ivoirienne, l'honorable députée Salimata Porquet. Oui, tout à fait. De 2009 jusqu'en 2017. C'est Salimata que vous avez remplacé à ce poste. J'ai remplacé Salimata en 2017, toujours suite à une assemblée générale qui avait réuni 14 pays, où les 11 ou 12 ont voté pour le Sénégal à travers ma personne. Ce qui montre aussi le leadership du Sénégal. Je préside à la destinée de ce réseau. Tout à fait. Nous avons comme mission, comme ambition, c'est vaste, mais pour résumer, de nous impliquer dans tout ce qui se fait en matière de paix et de sécurité au niveau de la sous-région. Justement. Optimiser les initiatives des femmes qui travaillent sur les questions et intégrer. Que ce soit en zone de conflit ou pas. Parce que je pense qu'on a l'habitude de dire la prévention coûte moins cher que la guerre. Donc, tout à fait. Il faut s'investir sur la prévention en faisant de la sensibilisation, en faisant des programmes de renforcement de capacité. Mais aussi, il faudra s'investir sur la protection, qu'il y ait conflit ou pas, comment faire pour protéger les femmes et les enfants. Vous avez évoqué les problèmes de violence qui plombent le développement des femmes, parce que quand une femme est violentée, traumatisée, elle ne peut pas se concentrer pour pouvoir produire comme il faut, que ce soit dans le domaine intellectuel, culturel, économique, pour avoir une bonne production. Donc c'est normal de prendre en charge ces questions de violence basées sur le genre qui sont déjà prises dans une autre résolution qui s'appelle la résolution 1820 qu'on évoque rarement, mais l'objectif principal de cette résolution est de prendre en compte ces questions qui sont basées sur le genre. Alors, Madame la Présidente, on va rester toujours dans ce même sillage, puisque vous avez tenu, même à Ziguinchor, donc, un atelier, un séminaire financé par ONU-FEM, et donc sur le thème « L'implication des femmes, n'est-ce pas, et des jeunes dans la lutte contre le terrorisme, et donc l'extrémisme violent, et bien dans les Sahel et dans l'espace CEDEAO. Vous savez, c'est une de nos thématiques, l'extrémisme violent et le terrorisme. On a même ici à Dakar, il y a quelques années, organisé une grande réunion sur l'extrémisme et le terrorisme, l'extrémisme violent, l'implication des femmes. Atelier que nous avons prolongé avec une autre rencontre à New York au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait reçu à l'époque le Sénégal, le Mali et un autre pays du Sahel pour discuter de ces questions. Comment faire pour renforcer la capacité des femmes dans le cadre donc de cette lutte contre le terrorisme.
Nous, notre choix s'est porté en Casamance, ici au Sénégal, parce que vous savez, depuis presque 40 ans, ouais, ce conflit casamancé, le conflit par Casamance, c'est là, et perdure avec ces périodes d'accalmie. Quelquefois, il y a des exactions dans certaines zones. Vous savez qu'il y a également d'autres conflits qui relèvent donc de cette question d'extrémisme et de violence liée à la gestion des ressources naturelles comme le bois. On l'a déjà toujours dénoncé. Donc, c'est fort de ces constats que nous avons voulu travailler avec le réseau régional de la Casamance, paix et sécurité, pour outiller les femmes, pour leur expliquer leur implication était nécessaire dans cette lutte. Parce qu'elles sont mères de famille, elles sont sœurs, elles sont parents. Ce sont leurs enfants qui sont en même temps acteurs et victimes. Tout à fait. Parce que c'est eux qui vont peut-être prendre les armes, mais aussi c'est eux qui vont être tués et parallèlement. Sûr, tout à fait. Et elles sont, ces femmes-là, elles sont braves. Elles sont même dans le déminage. Pour permettre, dans certaines zones, pour permettre aux enfants de sortir et d'aller à l'école. Et puis le travail remarquable que ces braves dames mènent, n'est-ce pas, dans les champs, et puis s'occuper également de l'éducation des enfants. C'est pas facile. Dans certaines zones ont été désertées par des familles entières pour aller se réfugier ailleurs, dans d'autres localités ou dans d'autres pays. Il est grand temps, elles commencent à revenir, que ces femmes reviennent et prennent leur activité économique, prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Donc c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles qu'on était parti pour les sensibiliser, pour sensibiliser les jeunes également. Parce que les jeunes ont un rôle important et prépondérant à jouer. À jouer, tout à fait. Parce que, bon, ils sont vulnérables, donc ils peuvent facilement être happés par ces acteurs-là, comment on dit, ces djihadistes, il faut appeler les choses par leur nom. Mais bien sûr, surtout au Nord Mali aussi, où vraiment vous avez eu à travailler pour la stabilité dans cette zone. Exactement. Et l'intérêt pour la Casamance se trouve dans une zone où il y a la Guinée-Bissau, la Gambie, et la Guinée-Conakry, non loin de près de Salé-Keñé. Donc, il fallait rassembler ces femmes des régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou pour réfléchir sur la question et porter des solutions, apporter des solutions. Et ils y sont déjà, parce qu'il y a la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui travaille sur ces questions, qui regroupe 3 grandes associations au départ. C'était le Isoforal, Kagamem et le Kebankator. Se sont réunis. Il y a une centaine d'organisations de femmes qui travaillent déjà sur la question. Donc, c'était juste un renforcement de capacité. Mais elles connaissent l'intérêt pour les femmes de prendre en charge cette question, l'intérêt pour les jeunes d'être impliqués à la réflexion sur les questions concernant l'extrémisme et le terrorisme. Alors, donc, même au-delà de la Casamance, je le disais, puisque c'est une structure panafricaine, donc ouest-africaine, qui regroupe plus que 15 pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, des zones telles que le Mali, le Niger aussi, donc, où l'instabilité, n'est-ce pas, règne un peu partout en Afrique. Nous avons nos réseaux, notre cellule nationale dans tous les pays, mais particulièrement celles qui sont très actives. Vous l'avez dit, le Niger, vous avez dit le Burkina, le Mali, je salue ces présidentes en passant, la Guinée. Donc, ces femmes travaillent sur... Vous avez vu ce qui se passe, ce qui s'est passé au Niger récemment à la suite des élections. Et les femmes ne cessent de travailler, les femmes ne cessent de chercher des partenaires pour les accompagner concernant la prévention, la sensibilisation et la formation des jeunes et des femmes. Parce qu'elles savent qu'à chaque fois qu'il y a conflit, chaque fois qu'il y a ces actes-là, ce sont les femmes et les enfants qui payent souvent le plus lourd tribut. Parce qu'elles sont victimes. Mais ce qu'on note de nos jours, il y a des femmes aussi qui sont actrices. Parce qu'elles encouragent les hommes, moyennant à cause de la rareté des ressources et de la pauvreté. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est un des facteurs. Voilà, donc elles sont facilement instrumentalisées, utilisées. Et puis vulnérables. Donc également, à cause de leur vulnérabilité, pour donc mener des actions vraiment pas très nobles. Donc elles ne cessent de travailler, de faire de la sensibilisation. Nous saluons les femmes du Mali, surtout le RESPECO, à sa tête Mme Saran Keïta, qui a beaucoup travaillé pendant donc cette période trouble du Mali. Actuellement même, elle fait partie du comité de suivi qui a été mis en place. Nous saluons Madame Mbana du Niger qui travaille dans la zone de Difa et autres. Et nous avons au Burkina aussi notre jeune sœur,
Madame Fatoumata Signari, qui est très active dans ces 3 pays. Pour dire qu'il y a cet engagement, n'est-ce pas, des femmes de l'espace CEDEAO. Mais nous avons également un partenariat avec la plateforme du G5 Sahel. Ah bon, d'accord. Voilà, nous travaillons avec ces femmes aussi sur ces questions. Ah, sur ces questions liées à la paix. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Les défis de l'heure. Alors, le contexte, on l'a dit tout à l'heure, c'est donc la célébration du 8 mars, donc la journée internationale des femmes. L'invité du jour, Madame Diago Ndiaye, présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Alors, Madame la Présidente, je le disais tantôt, cette année encore, la célébration du 8 mars va se faire, n'est-ce pas, dans un contexte, n'est-ce pas, assez difficile, puisque le coronavirus est devenu vraiment une véritable préoccupation pour toutes les nations. Au Sénégal, des cas, n'est-ce pas, communautaires augmentent et des cas de décès également augmentent. Il est vrai maintenant qu'il y a une certaine lueur d'espoir avec la piqûre. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le rôle des femmes, n'est-ce pas, face à cette pandémie. Vous savez, nous, au niveau du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, au Sénégal d'abord, qui habite le bureau régional, on a pris très tôt conscience de cette question. Et avant même, le président de la République lance un appel aux forces vives de la nation. Oui, tout à fait. Appel où nous n'avons pas été invités. C'est dommage. Ah oui, pourquoi? On s'est réunis pour dire au niveau du respect quel type d'action entreprendre pour faire face donc à cet ennemi qui est commun. Ah oui. Mais après réflexion, on s'est dit c'est dommage. Il faut qu'on y associe toutes les femmes, toutes les organisations de femmes et les individualités. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre. C'est ainsi que nous avons mis une plateforme, un groupe qui s'appelle Groupe Riposte des organisations de la société civile femmes pour la lutte contre le Covid-19. Ainsi, ce groupe regroupe de nos jours 67 organisations. C'était 66, mais chaque fois les gens appellent pour dire, voilà, 67 organisations de femmes. Et là, vous pouvez faire le calcul. Si on prend en moyenne 10 ou 15 ou 20 personnes par organisation, imagine un peu le nombre de membres qu'il y a dans ce groupe. Et quand l'appel a été lancé, toutes les femmes se sont réunies. Vraiment, elles ont démontré une force, un élan de solidarité sans pareil. Elles sont venues contribuer aussi bien sur la prévention, aussi bien sur d'autres aspects, je vais y revenir, mais elles ont contribué en nature, en numéraire. Ce qui nous a permis dans un premier temps de réunir un don de 3 millions que nous avons remis au ministère de la Femme. Parce qu'à l'époque, le ministère de les personnes qui voulaient apporter leur contribution allaient au ministère de la Santé. Nous, comme on dit que nous on a notre ancrage au niveau de ce ministère, c'est notre ministère de tutelle, nous avions notre don, les dons qu'on a ramassés, collectés, on allait remettre ça au ministère. Et on a organisé une cérémonie officielle avec la ministre Ndeysa Lidiobdien et nous avons remis donc ce don. Mais on ne s'est pas arrêté là. Exactement, vous y étiez. Et on ne s'est pas arrêté là. Nous avons continué à travailler et à récupérer des dons. Ainsi, ONU-Femmes nous a appuyés pour un montant assez important. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme nous a appuyés dans la prévention. L'agence de sécurité de proximité dirigée par Biram Faye est venue à notre appui. Et puis d'autres personnes telles que UNOWAS à travers la réflexion, à travers l'appui technique et les jeunes. Ce groupe ne réunit pas uniquement les femmes, mais il y a aussi les jeunes des organisations de la société civile qui sont là nous rejoindre. Et ainsi, à travers tout ça collecté, on a pu joindre 400 familles, appuyer 400 familles dirigées par des femmes chefs de ménage, des femmes démunies des régions de Dakar, des départements de Dakar, Rufisque, Pikine et Guédiawaye. Et dans chaque département, nous avons pris 10 quartiers. Et dans chaque quartier, nous avons pris 10 familles. Hormis cela, nous avons aussi touché des daras, des centres d'éducation de la petite enfant informelle et des enfants de la rue que nous avons récupérés, que nous avons mis dans un centre. Nous les avons encadrés, nous avons appelé des médecins, nous avons appelé des psychologues pour les encadrer, les consulter, à la suite leur donner des vêtements pour 2 semaines et ensuite nous les avons remis au ministère pour le retour dans leur famille. Donc je veux dire que
l'approche que nous avons mise en place nous a permis de donner une réponse préventive en faisant beaucoup de sensibilisation sur la COVID et les gestes barrières. Nous avons donné une réponse sanitaire en donnant des équipements de gel, masques, etc. Mais aussi, nous avons apporté une réponse socio-économique en donnant donc des denrées de première nécessité, allant du lait, l'huile, sucre, difficile, où les femmes, surtout du secteur informel, étaient fortement impactées. Et nous avons apporté une réponse psychologique, voilà, assistante, voilà, à ces familles qui étaient discriminées, impactées. Voilà en résumé, le temps est court, ce que nous avons apporté comme réponse et comme contribution dans cette lutte contre la COVID. Et nous sommes en train de mettre en place une nouvelle stratégie concernant la seconde vague pour sensibiliser au niveau des écoles où nous allons remettre des masques et du matériel, du gel et du matériel de lavage des mains, mais également on va peut-être sensibiliser à travers pour que les personnes vulnérables qui se sont inscrites sur les listes puissent aller se faire vacciner. Moi, j'ai pris mon vaccin, mon premier vaccin, je l'ai pris hier. Voilà. Absolument. Alors, Madame la Présidente, le dernier point, n'est-ce pas, de cet entretien est relatif, n'est-ce pas, puisqu'on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, de votre implication en termes de médiation de conflits un peu partout en Afrique. Alors ici chez nous au Sénégal, pendant maintenant quelques jours, vous savez qu'il y a l'instabilité, il faut le dire, donc dans cette affaire Sonko. Aujourd'hui, qu'est-ce que, n'est-ce pas, le réseau, n'est-ce pas, des femmes compte faire justement pour vraiment qu'il y ait une stabilité, puisque la situation commence de plus en plus, n'est-ce pas, à dégénérer. On note, n'est-ce pas, des morts. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que vraiment la stabilité puisse revenir dans cette affaire? C'est vrai, la situation commence à dégénérer. Elle devient même catastrophique, désastreuse. Parce que ce que nous voyons n'est pas... Il faut appeler les choses par leur nom. C'est la première fois que nous connaissons un mouvement vraiment sur 2-3 jours avec autant de dégâts. Dégâts physiques, matériels, psychologiques. Moi-même, pendant des jours, j'ai été déprimée. On est en train donc de préparer quelque chose. Peut-être que je ne peux pas entrer dans les détails. Mais au niveau des organisations qui travaillent dans paix et sécurité, il y a Partners avec le professeur Aïdara, il y a FAZ, Femmes Africa Solidarité, il y a le groupe de travail Femmes Paix et Sécurité, il y a le réseau des femmes pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et peut-être d'autres organisations. On est en train de mettre en place quelque chose pour pouvoir produire un communiqué ou une déclaration. Moi-même, j'ai été interpellée par mes présidentes au niveau de l'espace CEDEAO qui m'ont demandé est-ce qu'elles pouvaient faire quelque chose. Je pense qu'elles sont en train de s'organiser aussi. Mais à ce stade-là, bon, on ne peut pas peut-être rencontrer les deux parties ou bien, comment dire, les collaborateurs des deux parties pour sensibiliser, pour faire de la médiation. Parce que je pense qu'après, ça, si Dieu le veut, nous prête vie, et que nous aide à résoudre ce problème, nous aide à faire des médiations que nous souhaitons, il faut prendre ces questions en charge, sensibiliser les enfants davantage sur l'éducation à la paix, à la citoyenneté. Moi, je pense que c'est ce qui leur manque, parce que ce pays nous appartient, ce pays leur appartient. Nous, on a déjà fini notre temps et ils doivent prendre la relève. Donc, discuter à travers un dialogue intergénérationnel pour permettre à ces jeunes d'assurer une relève intergénérationnelle correcte. Et je pense que c'est important. Vous, les journalistes, vous avez un travail à faire. Un travail objectif, sans parti pris, mais un travail de sensibilisation et de longue haleine. Peut-être vos jeunes collègues doivent être formés sur la question également. Je pense qu'au moment opportun, on va vous saisir, vous associer à nos ateliers de formation, mais vous pouvez nous aider également dans le travail que nous allons faire concernant la médiation, la prévention, la sensibilisation. Et ça, c'est important. Alors, juste pour clore, eh bien, cet entretien, je sais qu'en bonne sénégalaise, en bonne Saint-Louisienne, vous l'avez dit tantôt, votre plat préféré, justement, parce que nous sommes le 8 mars, quand on parle de Saint-Louis, on passe très rapidement au Thiébou-Diène. J'adore le Thiébou-Diène. Peut-être je le mange
2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Mais mon plat préféré, c'est le daxin mbëpp et le maxalu saloum. Je le prépare même, je le mets au congélateur et je décongèle. J'adore ça. Avec de la bonne viande, avec du niébé, avec vraiment. Mon réalisateur technicien me fait signe qu'il aime bien le pendama et tchéboudian. Ah, si je savais, j'allais vous faire. On est en train de faire un tchéboudian aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un tchéboudian rouge ou blanc, mais si vous pouvez rester et déjeuner avec nous. Alors, c'est très gentil. Madame la Présidente, vraiment, nous arrivons au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. Juste un dernier mot donc, pour la chaîne Shabiba TV. En tout cas, je souhaite plein succès à cette chaîne Shabiba pour les questions qui sont soulevées. Déjà que son nom, ça veut dire jeunesse, mais également les défis de l'heure. Nous sommes vraiment dans les défis de l'heure et il faut prendre en question ces défis concernant les défis sécuritaires, concernant les défis sur les violences, concernant les défis également sur la prévention, la sensibilisation et l'encadrement des jeunes. Nous avons ensemble des défis économiques à relever. J'en profite pour souhaiter une excellente journée du 8 mars à toutes les femmes. C'est dommage, cette année, on n'a pas eu l'éclat parce que le ministère même a renvoyé donc, la cérémonie officielle à une date ultérieure ou bien en webinaire. Parce que compte tenu ici au Sénégal, nous avons la Covid, mais nous avons aussi cette question de trouble. Donc, suite à l'affaire que vous venez de citer, j'incite les gens, les populations à revenir à la raison, les jeunes à garder leur calme. Ils se disent qu'ici, le Sénégal nous appartient, ils sont enfants de ce pays. Si on détruit le bien que nous avons en commun, on détruit nos biens nous-mêmes. Les investisseurs auront peur de revenir. Ces supermarchés et autres magasins de détail et d'alimentation qu'ils ont détruits emploient plus de 17 000 personnes. Et c'est dommage. C'est des pères de famille et des mères de famille qui seront au chômage. Les stations qui ont été saccagées, on risque de ne plus avoir du carburant. Donc, il faut réfléchir à toutes ces questions et demander à l'ensemble de la population de revenir à la raison. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec Madame la Présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Madame Diago Ndiaye, alors merci vraiment de votre disponibilité. Donc moi je l'appelle affectueusement maman. Et vraiment mes salutations à mon ami le petit Saliou. Tout à fait. Le petit Saliou. Alors donc aujourd'hui qui n'est pas là aujourd'hui. Alors on se donne donc rendez-vous très prochainement. Merci à mon ami donc Maudou Fall justement et l'ensemble de la rédaction de Shabiba TV et l'ensemble des techniciens. Donc on se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Les défis de l'heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Bismillah may jóg di way Serigne Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray